Merci Claire, bonjour à tous, ça nous fait très plaisir d'être ici pour parler de la recherche et puis pour partager avec vous les réflexions qu'on a par rapport à ça. Donc on va vous parler du visionnement de contenu de divertissement en ligne et les réseaux de sociabilité chez les jeunes. La présentation elle s'inscrit dans un projet de recherche plus large auquel participe toute une équipe, donc Christine Toer, moi-même, Serge Proux, Joseph Lévy, Julie Godet, Pierre Barrette et Mélanie Mellet, et des assistants de recherche. C'est un projet sur les jeunes et le divertissement et le visionnement connecté, dans le cadre duquel on s'intéresse aux usages et aux significations de ces pratiques-là, de visionnement de contenu en mode connecté, donc en ligne. Et c'est un projet financé par le CNRS. CRSH. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'accent. Ok, quelques mots sur le contexte. On constate une progression du divertissement connecté. Il y a différents facteurs à l'œuvre. Une récente enquête du CFRIO montrait que 50% des 18-24 ans regardaient des émissions, des séries, des films, etc. en ligne. YouTube serait le site préféré des Canadiens de 8 à 15 ans. Et puis, on constate évidemment, ça c'est partout, une progression en termes d'équipement de dispositifs mobiles, y compris chez les jeunes. Du côté de l'offre, on le voit, et c'est très clair aussi, il y a un développement énorme de l'offre, de plus en plus d'acteurs des industries de la communication qui sont sur le marché et qui proposent de nouveaux contenus, mais aussi de nouveaux dispositifs de distribution de ces contenus. Netflix en étant un million d'autres. Alors, ce qui nous intéresse dans le cadre du projet, d'abord, c'est de comprendre, de cerner un peu ce que les jeunes regardent en ligne et comment ils le regardent. Et comment, en fait, ça change quelque chose ou pas, le fait de regarder de façon connectée. Donc, des contenus qui peuvent être des contenus de télé, cinématographiques, mais les regarder de façon connectée. Donc on s'est intéressé au contexte de visionnement, donc au sens que prennent ces pratiques, comment ça varie selon l'âge, le genre, etc. Et pour les besoins de la présentation ici, on va se concentrer davantage sur comment les réseaux de sociabilité interviennent dans les pratiques de visionnement. Et puis quelque chose qui est ressorti et qui va faire le lien avec la présentation de Claire, c'est dans quelle mesure les jeunes intègrent les youtubeurs, parce que c'est très très important dans leur pratique, dans leur réseau de sociabilité. Quelques repères théoriques très très rapides. On s'inscrit dans une perspective qui s'inspire des travaux en Cultural Studies, des travaux qui sont menés en sociologie des usages, en continuité des travaux sur la réception de la télévision, la construction des identités familiales et des identités de genre en particulier. Sur le plan méthodologique, donc qualitatif, Nicole parlait de recherche essentiellement qualitative. Dans le projet, on s'est efforcé de donner la parole aux jeunes pour saisir les pratiques et le sens qu'elles ont pour eux. Jusqu'à maintenant, on a réalisé une dizaine de groupes focus auprès de 4 tranches d'âge, 12-13 ans, 14-16 ans, 17-19 ans, 20-25 ans. On a des entrevues qui sont en cours. On vise à en faire une trentaine à peu près avec les mêmes participants, un échantillon de ces participants-là. Jusqu'à maintenant, on en a 21 de fait, et c'est en cours. Les jeunes, on les a recrutés dans des écoles, dans des centres jeunesse, par petites annonces, par réseau de connaissances. Alors, dans les faits, quelle place pour le divertissement connecté? Le temps consacré au visionnement de divertissement, en moyenne, par jour, c'est 3h30. Évidemment, ça varie selon l'âge, ça progresse, c'est beaucoup plus important chez les 20-25 ans, on peut atteindre 6 heures, 8 heures de visionnement par jour. Quelque chose qui nous a paru important de questionner dans la recherche, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'écoute de la télévision. Chez les plus âgés, les plus là, on n'écoute plus la télévision, on écoute des contenus télé, mais en mode connecté. Chez les plus jeunes, la télé est encore présente, notamment dans le contexte d'écoute avec des parents, ou bien chez des jeunes qui sont plus défavorisés, qui n'ont pas Netflix, qui n'ont pas les conditions qui leur permettent de visionner en mode connecté.
Il y a un garçon, par exemple, qui nous disait tout ça, ça coûte de l'argent. Netflix, c'est 8 dollars. Les Apple TV, il faut une télé spéciale. Ça coûte cher. Nous, madame, on est des monsieur Samsung. Pour vous donner un peu une idée de la diversité des contenus, vous avez à l'écran là un schéma qui présente les contenus télé, donc le cercle un peu plus foncé, et puis les contenus qui sont visionnés sur Internet. Alors évidemment, ça se recoupe, et c'est très difficile en fait pour les jeunes de nous dire si c'est un contenu télé, ou si c'est un contenu Internet, parce qu'on regarde sur le téléviseur également en mode connecté. Mais premier constat, il y a une grande diversité des contenus. Les contenus en format court, ça c'est quelque chose qui est ressorti de façon très très forte. Chez les plus jeunes, on regarde des vidéos sur YouTube et on aime le fait que ce soit court. Évidemment, ça change selon l'âge et le genre, mais ce qu'on constate, c'est une hyper personnalisation dans les contenus. Chacun va regarder en fonction de ses intérêts personnels, des vidéos, des tutoriels. Il y a quand même des contenus communs. Il y a certains youtubeurs qui ressortent, par exemple, qui sont communs au groupe, PewDiePie, Cyprien, etc. Et on constate des contenus similaires au sein de groupes d'amis. Au niveau de la découverte et les choix de contenu, comment interviennent les réseaux de sociabilité? Évidemment, c'est très important dans le choix des contenus. Pour être informé, pour être conseillé. Janie nous dit c'est mon frère qui m'a conseillé Breaking Bad, ensuite il l'a conseillé à ma mère. Mais c'est aussi pour être in. Camille nous dit je regardais des séries à la télé, et puis mes amis regardaient sur internet la série Girls. Ils en parlaient tout le temps, je me sentais out, alors j'ai commencé à la regarder. Les réseaux sociaux, les réseaux sociabilité sont importants, mais ce qui est très très important, c'est les systèmes de recommandation. Tout le monde se fie au système de recommandation. Ils jouent un rôle très très important et ils sont appréciés. Ils ne sont pas questionnés du tout. Il n'y a aucune distance critique, en tout cas de ce que nous on a constaté chez les jeunes par rapport au système de recommandation. Les conversations, alors c'est intéressant parce que les réseaux sociaux, les sites de réseaux sociaux numériques comme Facebook font partie aussi s'intègrent dans ces demandes de conseils. Cette jeune qui dit est-ce que vous avez, aux usagers Netflix, est-ce que vous avez une série à me recommander? Je veux des épisodes qui durent 40 minutes, j'ai aimé Orange is the New Black, Downton Abbey, etc. Et puis là. Alors elle a des critères très précis, et puis ça fonctionne, on lui recommande des contenus. Sur les contextes d'écoute, ce qu'on constate, c'est qu'à la fois, le mode connecté permet une écoute en mode solitaire, une écoute intime, mais aussi des contextes d'écoute collectif. Chez les plus jeunes en particulier, on va mettre de l'avant le fait que ça permet de s'affranchir du contrôle parental. Il y a des trucs que mes parents n'acceptent pas que je regarde. Mon père, il est vraiment strict. S'il y a un mauvais mot, mon père, alors je ne le montre pas trop souvent. Et puis, donc, des modes d'écoute où on veut se retrouver seul avec soi-même. Nat qui nous dit, moi c'est une religion, je vais être tout seul dans ma bulle, avec mes écouteurs, avec mon bac de chips, il faut qu'il n'y ait personne dans la maison. Mais encore une fois, là, selon les groupes d'âge aussi, ça varie, l'écoute peut être collective. Manon qui nous dit, moi je suis dans un contexte social, en parlant de sa copine, regarder des vidéos, c'est pas juste passer le temps, il y a un contact physique, c'est un moment qu'on passe ensemble, on n'est pas juste posé là, on est ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être ensemble, mais pas au même endroit ou pas en même temps. Alors Sandra, elle nous dit, des fois on regardait Game of Thrones à distance avec un ami, et après on s'en parlait par Facebook. Alors on se parlait des moments qui choquent, des prédictions sur ce qui va se passer, etc. Ce qu'on a retrouvé, c'est que oui, l'écoute connectée se permet de s'affranchir d'une grille de programmation, mais on recrée des rituels. On recrée des rituels avec sa mère, avec laquelle on écoute une émission de cuisine, ou avec ses amis. Alors, Gianni qui dit, avec mon copain, je regarde Narcos sur Netflix, c'est vraiment la série qu'on écoute ensemble. Artemis qui nous dit, le dimanche, on a une tradition, on se réunit 10 ou 12 amis, on écoute, tout le monde en parle, et puis après, Walking Dead. Et quand Walking Dead arrive, tu sais où ça parle plus. Gianni qui nous dit, avec ma mère, on écoute les mêmes séries, parfois je regarde un épisode en parlant de Downton Abbey.
Elle me voit sortir de ma chambre en pleurs, elle sait où je suis rendue dans les saisons. Donc on commence la série ensemble, on se fait une sorte de rituel, mais des fois on n'a pas les mêmes horaires, alors elle me dit bon, vas-y, je vais écouter toute seule, tu reprendras après, et hop, là elle prend une saison d'avance. La mobilité, très important, ça c'est quelque chose qui est ressorti de façon très claire, ça ouvre à d'autres temps, d'autres espaces de visionnement. Une jeune fille qui nous dit j'écoute tout sur le téléphone, tu peux l'apporter partout. L'ordi, tu peux pas l'apporter à la toilette. Moi, avec mon téléphone, je peux l'écouter comme même quand je me brosse les dents. Et on a une petite anecdote, une fille qui nous disait que c'était même installé un petit setup dans la salle de bain pour mettre son téléphone intelligent pour pouvoir visionner en même temps. D'autres qui nous disent dans le bus je continue ma série ou à la pause de l'école. Un garçon qui nous dit oui, effectivement, avec le téléphone, on peut l'apporter dans son lit, dans sa chambre. Donc là, les parents ne sont plus là. Et puis, oui, c'est vrai, j'ai un couvre-feu, mais bon, je peux dépasser. Alors là, on lui dit, c'est quoi leur limite? Il nous répond 10h30, mais je peux escalader. Puis là, il y a un autre garçon du groupe qui lui dit, et tu fais comment pour escalader? Je m'allonge sur mon lit, je prends mon sel. Ah oui, mais toi, tu escalades l'Everest, parce que 10h, des fois, je te vois en ligne, il est 2h du matin. Et l'autre qui lui répond, mais comment tu me vois en ligne? Parce que moi aussi, j'y suis. Garçon de 14-16 ans. Intéressant, ça va intéresser les gens qui sont en contexte scolaire. Pour leur demander, vous regardez ensemble à l'école des vidéos? Et oui, par exemple, s'il y a une nouvelle vidéo de notre youtubeur préféré qui sort, on est en classe, on a une période libre. Par exemple, le prof, il nous dit, ah, regardez ces pages-là, il y a quelqu'un qui dit, hé, regardez, ça y est, la vidéo est sortie. Alors on met les écouteurs, on regarde. Et comment tu sais que c'est sorti? Ben, voilà, tel nous a dit, hop, tu cliques, et sur YouTube, tu peux même configurer pour que la dernière vidéo qui sorte soit annoncée. Voilà. Donc là, on recrée encore une fois dans ces contextes-là des moments partagés, mais peut-être éventuellement décalés. On s'est intéressé aux conversations autour des pratiques, encore une fois dans les milliers des travaux qui se sont faits, notamment dans les études culturelles autour des pratiques de télé. La pratique, elle peut être individuelle, mais le partage est très important. On peut partager ce qu'on pense de la série, on peut partager pour évoquer ensemble le plaisir qu'on a à la regarder. Une fille qui nous dit à propos de Community, j'aime vraiment cette série, et là dans mon entourage personne ne connaissait, c'était vraiment triste, je ne pouvais pas en parler. Une autre qui nous dit, moi je veux rester dans l'univers de ma série, alors dès que je rencontre quelqu'un qui la regarde, on peut en parler pendant des heures. Et puis Sandra qui nous dit, mais moi j'aime en parler parce que ça peut me permettre de mieux comprendre des choses ou pour évacuer un peu la tension qu'il y avait dans la série. On peut en parler pour en débattre, c'est cool d'en débattre, de dire ce qu'on a aimé ou pas. Et puis on peut en parler aussi parce que ça justifie un peu le temps qu'on y passe. Et puis comme ça, on ne se sent pas contre-productif parce que on en parle, donc on ne fait pas juste la regarder seule en mangeant. Et puis Floriane qui nous dit, mais c'est un vrai sujet de conversation entre nous. Maintenant, tout le monde écoute, par exemple, des séries. Il y en a de plus en plus et c'est comme une manière de connecter avec les gens. Je laisse la parole à Christine. Alors moi, je vais continuer. En fait, ce qui a émergé, c'est qu'on s'est rendu compte que les youtubeurs, donc notamment chez les jeunes, les vidéos sur YouTube, c'était un des contenus qu'ils regardaient beaucoup. On se rendait compte, notamment si on regarde les théories des interactions parasociales, qu'on retrouvait en fait des relations qui étaient assez fortes avec les youtubeurs, et on va essayer de voir quelles sont les dimensions qu'on retrouve dans ces relations. Alors la première chose, c'est le sentiment de proximité, ce que disait Claire tout à l'heure, l'idée que ce sont des jeunes comme nous, donc ils vont dire on aime regarder des youtubeurs parce qu'on peut s'identifier à eux, ils se comportent comme nous, ils sont aussi proches de nous en âge, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais il y a ce sentiment que, notamment parce qu'ils les suivent depuis un certain temps, il y a une proximité, je les ai vus grandir, et donc du coup ça aussi ça aide à se sentir proche en âge. Ils parlent de choses qui les concernent, parce qu'effectivement, même si c'est du maquillage, on va parler de la vie amoureuse, on va parler du corps, on va parler de toutes sortes de choses, et quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont aimé, il y a tous les éléments sur le maquillage ou sur le jeu si c'est des garçons, mais c'est toutes les anecdotes relatives à la vie personnelle qui font en fait qu'ils s'accrochent. Ce qu'ils vont souligner aussi, c'est le caractère authentique des youtubeurs. Donc, c'est des jeunes comme nous, c'est des jeunes sans pas faux, ils sont vrais, quand ils nous parlent, on voit qu'ils disent des choses qu'ils feraient vraiment, etc.
Et en fait, c'est pas toujours ils sont pas toujours aussi vrais et authentiques que ça, parce que notamment ils sont récupérés par les marques. Il y a pas mal de placements produits. Au Québec, il y a Québecor qui le fait et Attraction Média et qui ont mis en place des studios pour les youtubeurs. Il y a de plus en plus de placements de produits. Mais ce que les jeunes aiment, c'est qu'ils sont relativement transparents. Et il y a certaines vidéos, notamment si vous regardez la liste qu'a proposée Attraction Média, vous allez voir les vidéos, c'est vraiment une liste de produits. J'ai eu ça, voilà mes cadeaux de Noël, et puis j'ai eu ça, tu peux l'acheter à tel endroit, ça coûte tant. C'est aussi un apprentissage à être un bon consommateur d'une certaine façon. Mais il n'y a pas du tout cette distance critique qu'on retrouve chez les jeunes. Ils ont vraiment un sentiment qu'ils sont transparents et que même si c'est du placement de produits, ils l'annoncent et puis que quelque part, c'est bien qu'ils arrivent à réussir en parlant de choses qu'ils aiment et de ce fait-là, on les trouve inspirants et beaucoup, avant on aurait voulu, je ne sais pas, ça devient même un rêve, j'aimerais moi aussi être youtubeur. Ce qui fait aussi que la relation est forte, c'est le caractère interactif. Le sentiment qu'on peut interagir avec le youtubeur, on peut lui envoyer des commentaires. Alors nous, on leur a demandé est-ce que vous écrivez des commentaires. Aucun de ceux qu'on a rencontrés n'a envoyé des commentaires. Et pour toutes sortes de raisons, parce que, tu sais, ils en choisissent juste un de temps en temps, mais il y a le sentiment que je pourrais le faire. Et ça, c'est très important. Et c'est assez intéressant parce qu'ils vont dire, moi, je ne fais pas de commentaires parce que Léa, 14 ans, j'ai pas de temps, j'ai pas de compte. Ça aussi, quelquefois, ils n'ont pas de compte, notamment parce que les parents ne veulent pas nécessairement, mais ils peuvent regarder quand même. Mais je regarde les commentaires. Ce qui joue aussi sur la force de la relation, c'est, comme je vous disais, la durée. Parce qu'on les regarde depuis plusieurs années, puis on était vraiment étonnés. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent des youtubeurs depuis vraiment plusieurs années, 4-5 ans. Et de ce fait-là, ils les connaissent, ils les ont vus évoluer, devenir de plus en plus professionnels. Et donc, même s'ils deviennent professionnels et qu'ils intègrent de plus en plus de produits, etc., ils ont quand même, ils ont le sentiment qu'ils ont développé cette confiance, cette connaissance de la personne et notamment de leur vie privée. Ce qui souligne aussi, c'est que grâce aux youtubeurs, ça leur permet de diversifier leur réseau de relations. Et ça, c'est intéressant, c'est comme si, par exemple, une jeune fille qui est lesbienne et qui dit moi, j'ai pas tant que ça de lesbiennes dans mon entourage, mais grâce à ma youtubeuse préférée, j'en ai plus. Et puis du coup, je trouve que c'est agréable, ce que je ne trouverais pas dans les autres réseaux traditionnels, les médias traditionnels, et c'est ce qu'on retrouve dans les thèmes qu'abordent les jeunes sont des thèmes qui les intéressent et qu'ils ne retrouvent pas nécessairement ailleurs. Et d'ailleurs, ça va tellement loin qu'ils vont même connaître des amis, parce que les youtubeurs sont organisés en communauté, font venir les heures comme PL Coutier, il va inviter un tel, puis tout le monde se connaît dans cette sphère de youtubeurs, et donc les jeunes accèdent à cette sphère, puis ils ont l'impression de rentrer dans un groupe d'amis. Même s'ils n'en parlent pas comme des amis. Quelquefois, dans les médias, on dit, on les présente, c'est mes amis. Ils sont conscients que ce ne sont pas leurs amis, mais il y a une relation vraiment avec les youtubeurs qui se le dispositif technique joue aussi beaucoup dans ce sentiment de la création d'une relation. D'une part, parce qu'ils les regardent souvent sur le téléphone, et donc c'est à n'importe quel moment, ils peuvent sortir le téléphone, et donc l'ami, on peut se faire un rendez-vous, il est toujours là quand on en a besoin. Donc ça. D'autre part, les youtubeurs vont faire des publications qui sont fréquentes, quotidiennement, voire de manière hebdomadaire, donc ça revient très très souvent. Donc ça aussi, ça favorise un rituel, une relation, et donc la force de la relation. Les vidéos sont courtes, de ce fait-là, elles peuvent s'insérer dans n'importe quel temps, y compris le temps scolaire. Alors c'était assez intéressant parce que mon conjoint est professeur, enfin enseignant, en secondaire, et puis j'ai fait quelques entrevues avec ses élèves et il est persuadé de faire un cours passionnant où personne ne regarde une vidéo, mais ce n'est pas le cas. Ils m'ont dit que les expériences de sciences, c'était très propice aux vidéos. Donc en tout cas, je devais en parler et j'espère qu'il ne le saura jamais. Et autrement, un autre aspect, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a aussi une différence. Ils vont aussi, même si la qualité est de plus en plus professionnelle chez les youtubeurs, ils vont quand même signaler que c'est différent, qu'il y a ce côté amateur, ou en tout cas qui se pose comme amateur du fait de l'angle de vue,
c'est pas du tout une webcam, ils sont pas en train de se poser devant une webcam et de faire leur vidéo, il y a toute une réflexion sur l'éclairage, etc. Mais les jeunes ont quand même le sentiment que c'est plus amateur et donc que c'est plus proche d'eux. Et ça aussi, cet aspect technique, ça favorise la relation. Je vais laisser quelques mots pour conclure. Bon, ce qu'on a dans quelle transformation dans les pratiques de visionnement, effectivement, Christine en parlait, le rôle du dispositif nous a particulièrement intéressés et c'est important. Et ça permet de comprendre un peu ces stratégies vers de l'hyper-personnalisation dans les choix de contenu, cette individualisation plus marquée des contextes d'écoute qui étaient déjà là avec l'évolution, je veux dire, de la télévision et autres, mais qui sont plus marquées dans le contexte du visionnement connecté. Et ce qui apparaît peut-être plus spécifique, c'est vraiment cet entrelacement des temps et des espaces sociaux, puisque même pour les jeunes, c'est très très difficile pour eux de quantifier le temps consacré au visionnement connecté, de distinguer les genres. On a fait tout un travail sur comment catégoriser les contenus. C'est très difficile pour eux enfin, c'est pas très difficile, mais je veux dire, c'est très flou les genres. Et ça ne correspond pas aux catégories que les diffuseurs, par exemple, en termes de films, web-séries, bande-annonces et tout ça. Le rôle des réseaux de relations, bon, l'importance de ce rôle-là, on la retrouve, par exemple, dans la découverte de contenu. Les groupes de pairs sont importants, mais encore une fois, les systèmes de recommandation sont très très prégnants, sont absolument prégnants. Et puis d'ailleurs, ils nous les recommandaient. Dans YouTube, c'est très pratique parce que il y a toujours c'est recommandé, puis c'est très efficace, c'est très bien ce que YouTube recommande. Donc les réseaux de relations également, on les voit très bien dans tout ce qui est partage autour des contenus. On l'a évoqué, le maintien des rituels, la création de nouveaux types de rituels, un peu décalés dans le temps et dans l'espace. Donc l'ouverture à d'autres formes de médiation avec ces systèmes de recommandation. Et puis cet élément des youtubeurs qu'on n'avait pas à l'origine dans nos questionnements de recherche, mais qui apparaît très, très important et qui participe en fait au réseau de sociabilité des jeunes et notamment chez les plus jeunes. Donc ça rejoint ce qui est évoqué. Bon. Merci beaucoup. Merci.